Voilà, nous allons terminer cette série de présentations sur les terrassements, les opérations de terrassement par le compactage des remblais et des couches de forme. Vous voyez que sur le chantier, sur le terrain, le compactage est réalisé par des engins qu'on appelle les compacteurs, hein, vous les voyez ici. Donc, les compacteurs pour l'exécution du compactage sur le chantier. Alors, on voit ici nettement, hein, on l'a vu tout à l'heure, la variation de la densité en fonction de la profondeur. On peut dire que la densité ou bien la masse volumique d'un sol compacté est une fonction de Z2, c'est-à-dire de la profondeur. Évidemment, on a pu définir une masse volumique ici en fond de couche, hein, les 4 cm de part et d'autre d'un point ici. Alors, on peut aussi définir une valeur moyenne, hein, ρdm, c'est-à-dire la masse volumique moyenne sur toute l'épaisseur de la couche compactée. Par contre, la masse volumique en fin de couche, c'est les 8 cm vers le fond, donc autour d'un point là, autour d'un point où vous avez de part et d'autre 4 cm, n'est-ce pas? Ça se trouve ici dans la partie inférieure de la couche compacte. Alors, maintenant, il y a des objectifs de compactage. On va voir les objectifs. Donc, il faut d'abord voir tout de suite que voilà les différentes couches. Ça, c'est les remblais, ça, c'est les couches de forme. Il faut savoir que remblais et couches de forme, c'est des opérations de terrassement. Et pour des opérations de terrassement, la référence, c'est quoi? C'est l'optimum Proctor normal. On fait un essai Proctor normal. Alors, en remblai, l'objectif de compactage, c'est Q4. Q4 signifie quoi? Ici, ρdm, la masse volumique moyenne, hein, est supérieure ou égale à 95%. Et ρdfc, c'est-à-dire la masse volumique sèche en fond de couche, doit être supérieure ou égale à 92%. Ça qu'on appelle qualité Q4. Ça, c'est pour les remblais. En couche de forme, la qualité, l'objectif de compactage, c'est Q3. Ça veut dire qu'ici, en valeur moyenne, ça doit être supérieur ou égal à 98,5%. Et en fond de couche, ça doit être supérieur ou égal à 96%. Voilà, ça, c'est pour les opérations de terrassement. Au-dessus, vous avez maintenant la couche de fondation et la couche de base. Alors, la couche de fondation et la couche de base, il faut savoir que maintenant, c'est les assises de chaussée. Et pour les assises de chaussée, la référence, c'est l'optimum Proctor modifié. C'est logique, hein? Pourquoi? Parce que les charges sont beaucoup plus élevées dans cette zone-là que dans cette zone-là. Donc, forcément, ici, la référence devient l'optimum Proctor modifié. Vous savez que l'optimum Proctor modifié correspond à une énergie de compactage beaucoup plus élevée que celle de l'optimum Proctor normal. Alors, en couche de fondation, la qualité, c'est Q2. L'objectif de qualité, c'est Q2. C'est-à-dire qu'en moyenne, 97% et en fond de couche, 95%. Alors, pour la couche de base, maintenant, la qualité, l'objectif de qualité, c'est Q1. C'est-à-dire, en moyenne, ça doit être supérieur ou égal à 100%. Et en fond de couche, ça doit être supérieur ou égal à 98%. C'est ça qu'on appelle les objectifs de compactage. Ça, c'est des objectifs à atteindre sur le chantier, sur le terrain, par rapport aux références qui ont été effectuées au laboratoire. Maintenant, sur le terrain, qui va faire le compactage, c'est les compacteurs. Hein. Il y a différentes familles, hein, d'engins, hein, de compactage, qu'on appelle les compacteurs. Alors, il y a ce qu'on appelle les compacteurs à pneus, qui sont notés PI. PI, c'est les compacteurs à pneus. Il y a aussi les compacteurs vibrants à cylindre lisse, qu'on note VI. Il y a les compacteurs vibrants à pied d'amour, qu'on note VPI. Il y a les compacteurs statiques à pied d'amour, qu'on note SPI. Ensuite, il y a les plaques vibrantes, PQI. Alors, vous allez voir ici que le I est le numéro de classe, parce qu'on fera tout à l'heure la classification des compacteurs. Il y aura plusieurs classes pour chaque famille de compacteurs. Le I représente ici le numéro de classe qui croît avec l'efficacité du compacteur. C'est-à-dire qu'un compacteur à pneu P3 sera évidemment beaucoup plus efficace qu'un compacteur à pneu P1 ou P2. Alors voilà, vous voyez ici, hein, les compacteurs à pneus, c'est des compacteurs avec des pneus P, PI. Il y aura P1 jusqu'à P3, c'est des pneumatiques. Alors, il y a aussi des compacteurs qu'on appelle les rouleaux vibrants, n'est-ce pas? VI, cylindre, voilà,
cylindres ici, vous voyez que ça, c'est des cylindres vibrants. Tandem, hein, parce que double bi, parce qu'il y a un cylindre ici à l'arrière, un cylindre ici. Donc, voilà. Ici, c'est aussi un cylindre vibrant, mais mono, c'est un monocylindre, parce qu'il n'y a qu'un seul cylindre ici. On appelle des vibrants monocylindres. Alors, les vibrants sont classés de 1 à 5, P1 jusqu'à P5. Ensuite, il y a les pieds d'amour. Regardez ici, c'est avec des pieds d'amour qu'on appelle des pieds de mouton aussi. Donc, il y a des pieds d'amour vibrants. Hein, il y a des pieds d'amour vibrants, comme il y a des pieds d'amour statiques, n'est-ce pas? Les vibrants pieds d'amour, c'est de 1 à 5. Les statiques pieds d'amour, SP, c'est de 1 à 2. Et enfin, vous avez les plaques. Les plaques vibrantes, c'est pour compacter quand même des coins reculés, n'est-ce pas? Ou bien à côté des ouvrages très sensibles, là où peut-être ces compacteurs, les gros engins ne pourront pas accéder, qu'on fait appel à ces petits compacteurs, à ces plaques vibrantes. Donc, vous les voyez ici, ça c'est un compacteur à pneus. Ça, c'est des cylindres vibrants, hein, monocylindres, n'est-ce pas? Ça, c'est un compacteur à pied d'amour, ou bien à pied de mouton. Ça, c'est une plaque vibrante. Donc, vous le voyez ici, hein, les compacteurs P1, P2, P3. Donc, ça, c'est les compacteurs à pneus. On avait dit qu'ils sont classifiés P1, P2, P3, en fonction essentiellement de la charge par roue. Ici, P1 signifie que la charge par roue est entre 25 et 40 kN. P2 entre 40 et 60. P3, c'est lorsque c'est supérieur à 60 kN. C'est ça qu'on appelle un compacteur. Voilà ici un monocylindre, n'est-ce pas? Alors, le classement des compacteurs vibrants à cylindre lisse, VI, ici, le classement se fait essentiellement par rapport à un paramètre qu'on appelle le paramètre M1 sur L, n'est-ce pas? M1 sur L. M1, c'est la masse totale qui s'applique sur la génératrice du cylindre. L, c'est la longueur de la génératrice. Il y a aussi un autre paramètre qu'on appelle le paramètre A0, qui donne l'amplitude théorique de la vibration, mais à vide. Donc, on se base sur ces paramètres, évidemment, pour faire le classement des compacteurs vibrants. Donc, vous voyez qu'il y aura V1, V2, V3, V4 jusqu'à V5, en fonction tout simplement de ce rapport-là. On voit qu'un V5 est plus puissant qu'un V4, qui est plus puissant qu'un V3, qui est plus puissant qu'un V2, qui est plus puissant qu'un V1. Voilà l'efficacité des cylindres, des compacteurs vibrants à cylindre lisse. Hein, ça, c'est des cylindres lisses. Donc, il y a les compacteurs vibrants à cylindre lisse qui peuvent être tandem, double bi. Donc, ça, c'est un compacteur vibrant à cylindre lisse, mais tandem, double bi. Ça, c'est un compacteur vibrant, mais à pied d'amour. C'est un compacteur vibrant, mais ici, le cylindre n'est pas lisse. Ici, c'est un pied d'amour. On les appelle des compacteurs vibrants à pied d'amour. Là aussi, classifié VP1 jusqu'à VP5. Alors, les compacteurs statiques à pied d'amour, on a dit, c'est SP1 et SP2, toujours en fonction du rapport M sur L. Les plaques vibrantes, hein, alors il y a un classement selon la pression statique sous la semelle, hein, c'est mg sur S, hein, en kilopascal. Ici, mg, c'est le poids de la plaque, n'est-ce pas? S, c'est la section, la surface. Donc, en ce moment, il y a PQ3 et PQ4 qu'on utilise. Hein. Les plaques PQ1 et PQ2 ne sont pas prises en compte ici. On ne peut pas les utiliser ici parce que, voilà, leur performance est trop faible pour être envisagée ici. Ce qu'on envisage ici pour le compactage des zones sensibles, c'est PQ3, où le rapport mg sur S est entre 10 et 15, et PQ4, où le rapport mg sur S est supérieur à 15. Alors maintenant, on va donner quelques recommandations. Le GTL vous donne justement pour la mise en œuvre des matériaux, pour le compactage des matériaux, ici des recommandations pour pouvoir exécuter le compactage, pouvoir réussir la mise en œuvre ici. Alors, le GTL va définir ce qu'on appelle le paramètre Q sur S. Le paramètre Q sur S, Q, c'est un volume exprimé en mètres cubes.
sur S, S c'est une surface exprimée en mètres carrés. C'est pourquoi le paramètre Q sur S est exprimé en mètres cubes sur mètre carré, ou bien mètres si vous voulez. Q c'est quoi? Q c'est le volume de sol compacté pendant un temps donné. Q c'est le volume de sol compacté pendant un temps donné. Par exemple, pendant un jour, ou bien pendant une heure. S, par contre, c'est la surface balayée par le compacteur pendant le même temps. S, c'est la surface balayée par le compacteur pendant le même temps. Donc, on voit que ici, le paramètre Q représente quoi? Le rythme de production de l'atelier de terrassement. Pourquoi? Parce que c'est le volume de sol compacté pendant un temps donné. Donc, ça donne une idée sur le rythme de production, voilà, de l'atelier de compactage. Alors, sur le chantier, Q peut être soit déterminé par des métriques après compactage, soit évalué à partir du nombre de la charge moyenne, des coefficients de foisonnement et de contre-foisonnement, hein, et de la durée du cycle constaté pour les engins de transport. Alors, voilà. Donc, évidemment, ça doit tenir compte des données du projet et des contraintes d'exécution, ce paramètre Q-là. Alors, S, on l'a déjà dit, c'est le rythme d'utilisation du compacteur. Hein, d'un compacteur. Donc, d'un point de vue pratique, la valeur de Q sur S ici représente quoi? Représente en réalité l'épaisseur d'un matériau donné que peut compacter un compacteur donné en une application de charge pour obtenir la compacité recherchée, n'est-ce pas? C'est pourquoi, d'ailleurs, on l'appelle parfois épaisseur unitaire de compactage. Épaisseur unitaire de compactage. Ce rapport Q sur S. Alors là, on a besoin de connaître maintenant le nombre de passes et le nombre d'applications de charge. Il ne faut pas confondre le nombre de passes et le nombre d'applications de charge d'un compacteur donné. Alors, une passe par définition, c'est un aller ou un retour de compacteur. Si un compacteur fait un aller, on dit qu'il a fait une passe. S'il retourne, on dit qu'il a fait une autre passe. Donc, une passe, c'est soit un aller, soit un retour d'un compacteur. À ne pas confondre avec le nombre d'applications de la charge. Une passe peut correspondre à une application de la charge, comme une passe peut correspondre à 2 applications de la charge. Ça dépend du type de compacteur. Ça dépend du type de compacteur. Par exemple, quand vous prenez un compacteur monocylindre ou bien un compacteur à pneus, en ce moment, une passe N correspond à une application de charge. Correspond à une application de charge grand N. Par contre, quand vous avez un compacteur tandem, longitudinal, un tandem, ici, une passe va correspondre à 2 applications de la charge. Donc ici, on va définir maintenant, comment s'appelle, le rapport, hein, le rapport, ici on va définir grand N, le nombre de passes qui est égal maintenant à l'épaisseur réelle compactée sur le rapport Q sur S. Alors là, ça nous permet quand même d'apprécier, hein, ici, hein, de pouvoir avoir ici N, hein, N, c'est-à-dire le nombre d'applications de la charge qui est quoi? Qui est égal à l'épaisseur réelle compactée divisé par ici le paramètre Q sur S. Le paramètre Q sur S. Ah, donc ça, c'est extrêmement important. Donc, voilà, si je prends l'épaisseur réelle compactée, je divise par l'épaisseur unitaire, hein, de compactage, ça me donne le nombre d'applications de charge nécessaires. Alors, N, je reviens un peu sur le N, le nombre de passes et le nombre d'applications. Une passe, on l'a déjà dit, est par définition un aller ou un retour de compacteur. N, grand N, c'est le nombre d'applications de charge. Grand N et petit n sont égaux pour les compacteurs monocylindres et les compacteurs à pneus. Ça, c'est clair. Par contre, pour un tandem longitudinal, grand N sur petit n égale à 2. L'autre élément à définir ici, c'est ce qu'on appelle la longueur, je veux dire la largeur de compactage. La largeur de compactage grand L. C'est extrêmement important. L ici correspond à la largeur compactée. L correspond à la largeur compactée, c'est-à-dire, ici, L est illustrée je vais l'illustrer ici à travers ces schémas-là. Regardez, ici, donc ça, c'est un compacteur
vibrant, monocylindre. Donc ici, la largeur, vous voyez la largeur ici, c'est la largeur donc du cylindre que vous avez ici. En ce moment, le rapport grand N sur petit n est égal à 1. Ça, c'est un compacteur vibrant tandem. Tandem. Vous voyez ici, la largeur, c'est la largeur du cylindre. Donc, le rapport grand N sur petit n est égal à 2. Donc, une passe correspond à 2 applications de largeur. Alors, ça, c'est un compacteur à pneus. Voilà, on définit la largeur ici. C'est la largeur minimale ici. Par rapport donc, aux roues avant et aux roues arrière, on prend toujours la largeur minimale ici. On avait déjà dit que le rapport grand N sur petit n était égal à 1. Alors ici, pour les compacteurs à pied d'amour aussi, donc voilà, il y a en avant et en arrière, d'habitude, il y a 2 petits cylindres, évidemment. Chaque petit cylindre représente une largeur de L sur 2, et voilà, L, c'est la somme. En ce moment, ici, c'est un tandem, évidemment, ce qui fait que le grand N sur petit n est égal à 2. Voilà comment on définit la largeur de compactage, c'est-à-dire la largeur compact. Alors, à partir de là maintenant, le GTR calcule ce qu'on appelle le débit par unité de largeur de compactage. Le débit par unité de largeur, c'est-à-dire le Q divisé par L, la largeur. C'est le débit théorique. Alors ça, c'est le débit théorique d'un compacteur monocylindre d'1 mètre de largeur. C'est le débit théorique d'un compacteur monocylindre d'1 mètre de largeur. Alors, ce débit théorique Q sur L, donc c'est quoi? C'est le rapport Q sur S, c'est le paramètre Q sur S. Vous multipliez par V, la vitesse, et vous multipliez par 1000, n'est-ce pas? Pour convertir la vitesse, parce que ici, dans cette expression, vous avez Q sur S, la surface balayée en 1 heure par le compacteur. Vous avez V qui est la vitesse du compacteur en kilomètres par heure. Et vous avez Q sur S en mètres par heure, n'est-ce pas? Et Q sur L, donc en mètres carrés par heure. Donc les 1 km là doivent être convertis en 1000 mètres. Vous voyez 1000 ici. Donc voilà le Q sur L. Je répète, ce paramètre Q sur L, c'est extrêmement important, c'est le débit théorique d'un compacteur. Un compacteur monocylindre d'1 mètre de largeur. Maintenant, pour avoir le débit pratique, il faut prendre le débit théorique, vous multipliez par un coefficient de rendement. Attention, les engins sur les chantiers n'ont pas tous les mêmes rendements, n'est-ce pas? Chaque engin avec son coefficient de rendement. Alors, les entrepreneurs, les entreprises maîtrisent bien les performances de leur matériel, de leur engin sur le chantier. Donc, forcément, il faut multiplier par un coefficient de rendement, alors estimé entre 0,5 et 0,75. Vous multipliez par L, puisqu'on avait dit que le débit Q sur L, c'était un débit unitaire, n'est-ce pas? C'est un débit, le débit théorique, c'était un débit unitaire, donc vous multipliez par la largeur et vous multipliez par le rapport en grand N sur petit n, n'est-ce pas? Pour avoir le débit. Et voilà, le GTR vous donnera cela sous forme de tableau. Le GTR vous le donnera sous forme donc de tableau. Et il y aura pour tous les types de sols des tableaux. Et pour chaque type de sol, vous avez les différents types de compacteurs. Par exemple, P1, P2, P3. Pour V, il y a V1, V2, V3, V4, V5, ainsi de suite, ainsi de suite. À chaque fois, il vous donne le débit, le paramètre Q sur S. Ensuite, l'épaisseur compactée. Ici, vous avez la vitesse. Alors, évidemment, pour avoir l'épaisseur, donc, ici, c'est la vitesse moyenne, c'est la vitesse moyenne, ou bien la vitesse maximale du compacteur ici. Et ça, c'est le nombre de passes N. Et devant le nombre de passes N, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est l'épaisseur compactée divisée par le paramètre Q sur S. Donc, si vous prenez 0,20 par exemple, divisé par 0,025, forcément, vous tombez sur 8. Ça donne le nombre de passes. Alors, ici, vous avez le débit unitaire, n'est-ce pas? Le débit théorique, ce qu'on appelle le débit théorique Q sur L. Alors, ce débit théorique, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? C'est 1000 Q sur S fois V. Donc, si vous prenez Q sur S, ce rapport-là, Q sur S, il est là. Vous multipliez par V, vous multipliez par 1000, mais forcément, vous avez les 125. Donc, voilà. Donc, il vous le donne maintenant pour chaque type de compact
pour chaque type de compacteur. Alors, s'il vous met 0, cela veut dire que le compacteur-là ne convient pas. C'est-à-dire que quand on voit 0, cela veut dire qu'un compacteur P1 ne peut pas être utilisé pour compacter ce matériau. Donc, voilà un extrait, par exemple, voilà un extrait du GTR. Vous le retrouvez dans le GTR pour tous les types de sols. Alors, pour tous les types de sols, mais pour toutes les énergies de compactage. Code 3, c'est-à-dire l'énergie faible. Code 2, moyenne. Code 1, énergie de compactage fort. À chaque fois, regardez pour tous les compacteurs, hein, les compacteurs à pneus, les compacteurs vibrants, VP, V, BP, voilà, SP, vous avez PQ. Hein, tous les compacteurs, à chaque fois, ils vous donnent toujours le paramètre Q sur S, E, ici V. Ici, vous voyez qu'ici, j'ai sorti juste pour une énergie de compactage faible, c'est-à-dire code 3, n'est-ce pas? Code 3. Donc, voilà. Donc, il faut noter quand même que les vitesses qui sont données ici, hein, c'est des valeurs maximales, hein, à plus ou moins 10%, n'est-ce pas? À plus ou moins 10%. Voilà. Par contre, ça, c'est pour les... Voilà. Donc, par contre, pour les compacteurs à pneus, donc, voilà, les compacteurs statiques également, les compacteurs à pied d'amarre, la valeur indiquée, c'est des valeurs moyennes, hein, c'est des valeurs moyennes, n'est-ce pas? Sinon, ici, voilà, c'est des valeurs, évidemment, ça dépendra toujours donc de l'efficacité de l'engin, hein, sur le terrain. C'est à l'ingénieur quand même d'apprécier tout simplement la performance donc de ces engins afin d'ajuster donc ici les valeurs, hein, pour avoir donc le nombre de passes nécessaires. Alors ça, c'est pour une énergie de compactage faible, code 3. Ça, c'est pour une énergie de compactage moyenne, code 2, n'est-ce pas? Ça, c'est pour une énergie de compactage intense, code 1. Donc, voilà. Alors, ça, j'ai sorti juste un exemple, quoi. C'est quel exemple? Des sols A1, C1, A1. Mais pour tous les autres types de sols, vous allez le retrouver dans le GTR. Exemple d'application. Nous avons un sol de classe B1 en remblai, qualité Q4, et un compacteur P1. Le code ici, hein, les conditions d'utilisation en remblai me disent code 2, cela veut dire qu'une énergie de compactage moindre. En ce moment, je viens dans le GTR, moi j'utilise un compacteur P1. Donc voilà, le GTR me donne le rapport Q sur S qui est là. Je le lis directement sur le GTR. Pour E égale 0,35, ici V égale 5, N, voilà, N, il suffit de prendre E divisé par 0,0, prenez 0,35 divisé par 0,060, vous avez ici N, n'est-ce pas? Q sur L également, même chose, Q sur L à partir donc voilà, des vitesses qui sont pratiquées. Ici, on peut définir également le paramètre Q sur L. Alors, si pour le calcul du débit pratique, j'ai un coefficient de rendement de 0,6, j'utilise un compacteur P1 de largeur 2 mètres. Le compacteur à pneu, on sait que grand N sous petit n égale à 1. Donc, je peux calculer le débit pratique comme étant K, le rendement, donc 0,6 multiplié par le rapport Q sur L, qui est là, 300, multiplié par L, 2 mètres, multiplié par le rapport N sur N, ici 1 mètre, ce qui me donne un débit pratique de 360 mètres cubes de matériaux par heure. Voilà, ici dans le GTR, donc j'ai la possibilité de calculer des débits pratiques et de dimensionner. Ça, c'est important parce que ça me permet de dimensionner mon atelier de compactage. Parce que je connais les volumes de matériaux à mettre en place. Donc, forcément, hein, connaissant ces débits pratiques, le rendement de mes engins, je peux donc définir la composition de l'atelier. Hein, combien de compacteurs aurais-je besoin? Combien de compacteurs à pneus? Combien de rouleaux vibrants? Combien de camions? Ça me permet exactement donc de connaître la composition de mon atelier de compactage qui me permet de réaliser les travaux dans les délais exigés par le maître d'ouvrage. Enfin, il faut contrôler tout ça. Il faut contrôler tout ça. Le contrôle de compactage, qui permet d'avoir ici la densité.
hein, la densité, pour vérifier la densité in situ. Alors là, on peut utiliser le gamma densimètre à pointe, hein, le gamma densimètre à diffusion, qui me permet d'avoir, hein, la masse volumique réelle du sol, hein, ici, hein, du sol déjà compacté. Hein. Nous sommes là maintenant sur le terrain et nous voulons passer à la réception. Évidemment, il faut faire des essais donc, de portance, mais les essais de portance ne suivent pas toujours. Il faut vérifier, par exemple, la densité par l'intermédiaire, par exemple, du gamma densimètre à diffusion. Nous l'avons déjà vu. Ici, le principe, c'est quoi? C'est une source radioactive qui est introduite dans le matériau à une profondeur donnée. En ce moment, il y a un flux de photons gamma qui est émis et qui est recueilli à la surface, hein, par des détecteurs. Alors, ce flux est fonction essentiellement de la masse volumique du matériau. Et donc, les photons qui sont diffusés dans le matériau sont en partie éliminés par une géométrie, hein, appropriée et l'utilisation de filtres mécaniques. Donc, ici, c'est ce qu'on appelle le gamma densimètre à pointe qui nous permet d'apprécier donc la densité in situ. Le densitomètre à membrane. Le densitomètre à membrane, on l'a déjà vu. Hein, le principe consiste à creuser un trou cylindrique, hein, et à prélever l'échantillon de matériaux de masse M, de sol humide, hein, de sol humide. Et après, on mesure le volume du trou. Le volume du trou, c'est quoi? C'est le volume du sol qui a été extrait par les différences de lecture, hein, voilà, membrane, hein, membrane ici, placée au fond, à la base, et qui va épouser la forme du trou. Donc, la variation du volume avant et après me donne tout simplement le volume du trou. J'en déduis la masse volumique apparente. Je peux mesurer aussi la teneur en eau, en déduire ici la masse volumique sèche. L'appareil Speedy. Alors, l'appareil Speedy permet de mesurer la teneur en eau. Hein? Voilà l'équipement, l'appareil Speedy, vous le voyez ici. Donc, c'est un essai qui consiste à mélanger dans un récipient clos, qu'on appelle l'appareil Speedy, une masse connue de sol. Donc, c'est pour mesurer la teneur en eau du sol sur le chantier, n'est-ce pas? On va prendre un échantillon de sol humide qu'on va mélanger avec du carbure de calcium. Voilà le carbure de calcium, n'est-ce pas, en excès. Donc, on va le mélanger avec l'échantillon humide dans l'appareil Speedy. Et en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'eau va faire une réaction avec le carbure de calcium pour générer ce qu'on appelle de l'acétylène. Voilà, l'acétylène, C2H2. Maintenant, la quantité d'acétylène produite est directement proportionnelle à la teneur en eau du matériau soumis aux essais. Et la teneur en eau est lue directement. Hein, vous avez vu le comparateur qui est là, l'anneau qui est là. Hein, vous pouvez lire directement ici sur le manomètre, hein, la teneur en eau qui mesure en réalité la pression d'acétylène. C'est une méthode qui est assez rapide, mais n'est applicable quand même qu'au sol pulvérulent, c'est-à-dire les sables. Sinon, il y a d'autres techniques de mesure donc, de la teneur en eau sur le chantier, le micro-ondes peut être utilisé. Voilà. Ensuite, il y a le pénétromètre, hein, pour apprécier aussi tout ça, pour apprécier la portance, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que toutes ces techniques-là, hein, on veut s'assurer quand même que notre support a une bonne portance. Parce que ce qui viendra au-dessus, c'est la chaussée. Et si le support n'a pas une bonne portance, ça ne sert à rien. Hein? Ça ne sert à rien. On n'aura pas, hein, une chaussée qui respectera donc la durée de vie, c'est-à-dire la période de dimensionnement. Donc ça, c'est le pénétromètre type Panda pour contrôler la qualité du compactage avec un pénétromètre dynamique, hein, léger. Ça, c'est un pénétromètre dynamique à énergie variable. Voilà. Donc, il y a un marteau, il y a une pointe qui est ici à la base et il y a un marteau, hein, qui est utilisé ici pour enfoncer la pointe par l'intermédiaire de ce train de tige-là dans le sol. À chaque fois que vous battez, évidemment, il y a un enfoncement, mais face à l'enfoncement, il y a une certaine résistance. C'est-à-dire qu'en fonction de la résistance du terrain, ici, donc, on peut mesurer ce qu'on appelle la résistance de pointe dynamique. La résistance de pointe dynamique à partir, évidemment, de la formule des Hollandais. Donc, plus le terrain il est résistant, plus ici la valeur de QD est élevée, plus la résistance de pointe est élevée.
Là, ce qu'on appelle le pénétromètre. Il y a plusieurs types de pénétromètres. Il y a même des pénétromètres lourds. Alors ça, c'est un petit pénétromètre qu'on appelle type panda. Vous voyez ici, le monsieur là, il peut l'avoir avec son marteau. Hein. Vous voyez le marteau qui est là. Il est en train d'enfoncer ici et il peut lire directement ici les énergies, l'enfoncement, tout ce qu'il peut. Donc, voilà. Donc, on va enfoncer par battage un train de tige dans le sol à l'aide d'un marteau. Le marteau est normalisé. Et il y a des capteurs qui vont mesurer la vitesse du marteau au moment de l'impact et ça permet de calculer l'énergie fournie. Hein, l'énergie à partir de la formule, voilà, à partir maintenant de la formule des Hollandais, on peut en déduire la résistance de pointe. Parce qu'il y a d'autres capteurs qui mesurent en même temps la valeur de l'enfoncement de la pointe. Alors, ce sont ces deux paramètres-là qui nous permettent d'avoir instantanément, ça va calculer instantanément la résistance de pointe et donc forcément la qualité du sol déjà compact. Enfin, il y a l'essai à la plaque. L'essai à la plaque, donc, permet de mesurer EV1 et EV2. Vous vous souvenez, on a parlé des modules, des plateformes, des modules, des classes d'arrase de terrassement EV2. Évidemment, pour avoir ces modules, il faut faire des essais de plaque. Donc, l'essai de plaque permet de calculer ce qu'on appelle le module de réaction d'un sol. À partir de chargement statique, ici, il s'agit d'un chargement qu'on va effectuer sur la plaque. Vous voyez, cette plaque-là, c'est une plaque circulaire qu'on va poser sur le sol déjà compacté. Après, on va faire un chargement statique sur cette plaque-là. Alors, ici, d'habitude, ça nécessite quand même un camion, la présence d'un camion de 15 tonnes, 6 roues avec châssis long. Hein? Ici, d'habitude, on utilise des plaques de diamètre 40 cm ou bien des plaques de diamètre 60 cm. Par contre, la déflexion, quand on exerce une pression sur la plaque, évidemment, ça va entraîner une déflexion du sol. Alors, cette déflexion est mesurée par cette poutre-là qu'on appelle la poutre de Benkel, la poutre de Benkelman. Elle est très simple, hein, la poutre de Benkelman. Il y a une partie fixe et une partie mobile qui est solidaire à la plaque. De telle sorte que quand la plaque descend, quand la plaque subit une déflexion, évidemment, la partie mobile se déplace ici. Il y a un comparateur ici qui permet d'enregistrer donc l'enfoncement de la plaque ou bien la déflexion de la plaque, ce qu'on appelle la poutre de Benkelman. Donc voilà, donc d'habitude concrètement, quand on fait cet essai, on réalise deux mises en charge. Le premier chargement, on applique une pression de 2,5 bars. Et le deuxième chargement, on applique une pression de 2 bars. Et à chaque déflexion, à chaque application de charge, on mesure la déflexion correspondante. W1 pour le premier chargement, W2 pour le deuxième chargement. Ce qui fait que je peux calculer un module au premier chargement que j'appelle EV1, comme je peux calculer un module au deuxième chargement que j'appelle le EV2. Donc, EV, c'est quoi? C'est 1,5 Q, la charge appliquée, multiplié par A. A, c'est ici le rayon de la surface circulaire de la plaque, et W, la déflexion, facteur de 1 moins nu au carré. Nu, c'est le coefficient de Poisson. Alors, d'habitude, 1 moins nu au carré est assimilable à 1. Pourquoi? Parce que nu est tout entre 0,25 et 0,30. Si vous voulez lever au carré, ça devient 0,0. Donc, ce qui fait que ce terme 1 moins nu au carré est approché comme étant une valeur égale à 1. En fonction de ça, donc, on peut mesurer deux cycles de chargement, deux modules de déformation, EV1 et EV2. Alors, le rapport K entre le EV2 et le EV1 donne une idée sur la compacité, donne une idée sur la compacité. Donc, ça aussi, c'est un paramètre important pour apprécier la compacité. Tout ce qui est exigé, c'est une valeur de K inférieure à 2. Voilà, maintenant, à partir de là, vous vous souvenez, les EV. Donc, en fonction du EV2, c'est-à-dire le module au deuxième chargement, on peut faire même une classification des sols en fonction de leur niveau de déformabilité, en fonction de leur portance. Ici, EV2 inférieur à 5 mégapascales, c'est des sols très déformables. La portance est nulle. Par contre, EV2 entre 5 mégapascales et 20 mégapascales, c'est des sols déformables, portance 1. Entre 20 et 35, c'est des sols déformables de portance 2. Entre 35 et 50, c'est des sols peu déformables de portance 3. Par contre, quand EV2 est supérieur à 50 mégapascales, c'est des sols qui sont peu déformables de portance 4. Vous voyez ici, il y a une classification des sols en fonction de leur portance
en se basant essentiellement sur cet essai de plaque-là, surtout le module au deuxième chargeur. Il y a aussi pour une chaussée de trafic supérieur à T3, donc pour les classifications des sols de plateforme, hein, PF1, PF2, PF3, se base essentiellement sur le module. Donc, on a vu la classification des sols de plateforme. En ce moment également, on peut se baser ici sur les modules de déformation au deuxième charge. Voilà, c'est la fin de cette présentation sur quoi? Sur le compactage des remblais et des couches de forme. Merci.